Bien, alors nous sommes presque à la fin de ce congrès européen éco à Vienne. Et là, écoutez, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec le docteur Jérôme Philippi du CHU de Nice et le professeur Xavier Roblin du CHU de Saint-Étienne. Messieurs, il y a un point particulier que j'aimerais bien que vous développiez, que vous avez retenu pendant ce congrès. Docteur Jérôme Philippi, qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est ce point marquant pour vous? Alors, bon, il y a eu beaucoup de choses rapportées. Alors, il n'y a pas le scoop du siècle, je pense, à ce congrès-ci, mais bon, différentes données intéressantes, et puisque là, on s'adresse directement aux patients. Sur les messages importants, je pense il y a eu pas mal de communication sur les données de tolérance des traitements. Et c'est vrai que pour s'intéresser à la tolérance des traitements, c'est bien d'avoir des données dans la vraie vie. Et pour ça, on utilise pas mal les registres qui permettent, une fois qu'un médicament est commercialisé, d'avoir des données post-marketing et donc des suivis à long terme. Et il y a deux registres avec l'adalimumab qui ont été présentés cette année, c'est-à-dire l'Humira. Le premier qui s'appelle Legacy, qui est le registre en population adulte, et le deuxième qui s'appelle le registre CAP en population pédiatrique. Donc suivi idéalement sur 10 ans. Donc là, c'est une analyse intermédiaire qui est présentée après 3 ans de suivi. Donc chez les adultes, on a plus de 4000 patients inclus, donc ce qui fait quand même des grosses cohortes. Chez les enfants, c'est un petit peu plus de 900 patients inclus, avec des données assez rassurantes, tant en termes d'efficacité, mais ce n'était pas ça qui était vraiment important, c'était surtout en termes de tolérance, avec pas de grosses maladies, si on peut dire, pas d'infections graves, pas de cas de cancer rapportés, pas de décès. Donc des éléments rassurants sur des grosses cohortes. Donc ça, c'était les premiers messages avec ces registres. Et après, vous avez certainement entendu parler d'une étude qui s'appelle CALM, qui est également une étude qui testait l'intérêt avec le médicament Lumira d'un suivi basé sur des cibles. Avant, on focalisait vraiment sur les symptômes cliniques, et quand le patient n'avait plus de symptômes, on estimait que c'était bien. Et maintenant, on sait qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Et on utilise des cibles notamment biologiques, comme le dosage de la CRP dans le sang ou de la calprotectine dans les selles. Et cette étude, pour la première fois au cours de la maladie de Crohn modérée à sévère, a bien montré qu'un suivi basé sur ces biomarqueurs était plus intéressant que le simple suivi clinique, avec une amélioration du taux de cicatrisation muqueuse à l'endoscopie. Et cette année a été présenté les résultats avec les taux de cicatrisation en fonction d'une normalisation de la calprotectine et ou de la CRP, et on a bien vu que lorsqu'on atteignait cet objectif thérapeutique qui était de normaliser ces marqueurs, on avait vraiment des taux de cicatrisation nettement supérieurs. Donc non seulement le malade va mieux cliniquement, mais en plus il est cicatrisé au niveau de sa muqueuse. Exactement, et c'est ça qui est le garant d'une rémission clinique durable. Merci beaucoup. Professeur Xavier Roblin, vous avez retenu autre chose, ça concernait les immunosuppresseurs. Voilà, une des questions, c'est de se dire, est-ce qu'il y a encore des places pour les immunosuppresseurs à l'ère des biothérapies, de l'infliximab, de l'adalimumab et autres vedolizumab. Et donc le premier point, c'est qu'on a encore raison d'utiliser les immunosuppresseurs en monothérapie. Il y a une place, notamment dans les Crohn modérés, avec une étude qui montre très bien que finalement, quand on utilise assez tôt cet immunosuppresseur, on évite des complications de la maladie de Crohn de manière très claire. On diminue par 3 ces complications, tant la sténose que la fistule. Donc, eh bien, on a raison encore de garder cet immunosuppresseur dans des cas déterminés, mais il n'est pas encore illogique de le prescrire. Et puis, quand on regarde vers l'avenir, vers l'utilisation justement de ces biothérapies, eh bien, on voit que l'utilisation en associé des immunosuppresseurs pourrait nous aider. Par exemple, il y a un travail qui a été important. On connaît le vedolizumab qui s'appelle l'Entyvio. Eh bien, cet Entyvio, on l'utilise plutôt en monothérapie. Et la question qui nous vient des États-Unis, c'est de dire, mais si on mettait un peu d'immunosuppresseur avec, est-ce qu'on gagne à mettre les deux? C'est ce qu'on avait l'impression avec le Remicade, on ne savait pas avec l'Entyvio. Eh bien oui, on gagne dans cette étude à utiliser probablement un certain temps une combinaison de traitements immunosuppresseurs et avec le vedolizumab ou Entyvio. Et puis le dernier point, c'est qu'on a tous des patients, vous êtes des patients qui sont en échec d'anti-TNF parce que probablement vous avez fait des anticorps contre l'anti-TNF et on vous dit quoi? On vous dit là il est impératif, il faut changer d'anti-TNF. Là la réponse est oui, mais ce qu'on ne savait pas, c'est est-ce qu'il faut changer l'anti-TNF seul ou est-ce qu'il ne faut pas mettre justement une combinaison de traitements, le deuxième anti-TNF et un immunosuppresseur. Et là, ce travail on l'a présenté et clairement, eh bien, chez des patients comme on le voit régulièrement, eh bien, l'immunosuppresseur en rajout
gagne énormément pour garder une réponse en long cours. Donc il y a encore de la place, soit seul, soit en combinaison de traitement. Et donc finalement, on voit bien l'intérêt de ces congrès qui réfléchissent avant tout à préciser quelle est la prise en charge des patients et quelles sont les meilleures stratégies thérapeutiques en fait, c'est ça. Donc finalement, vous revenez de ce congrès avec quelques idées, une autre façon de soigner vos patients. Je crois qu'il y a des messages importants. Je crois que ce qu'a dit Jérôme, qui est la partie tolérance, tous les jours, les patients, et c'est normal, nous disent mais combien de temps je vais le garder? Est-ce qu'au long cours, je ne vais pas avoir évidemment des effets secondaires, voire des effets secondaires graves? C'est quand même un élément qu'on doit prendre en compte. Et là, ces registres extrêmement longs nous rassurent tous, tant le patient que le médecin, de savoir que ces molécules finalement n'ont pas apporté d'éléments péjoratifs. Ça, c'est un point très important, je pense. Donc c'est important d'avancer aussi sur la connaissance des traitements, y compris ceux qu'on connaît déjà depuis longtemps, n'est-ce pas? Exactement, ceux qu'on connaît depuis longtemps. Puis on a eu également des communications sur les nouvelles molécules qui vont sortir l'année prochaine ou un petit peu plus tard. Et je crois que Lucine Viton vous parlera de ça prochainement. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux.